Il y a 40 000 golfs sur cette planète, 40 000 parcours de golf, et seulement 250 sont considérés comme des vrais links. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance d'en dessiner un au Maroc. On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Salut à tous, moi c'est Nicolas. Je suis architecte de golf depuis 2000. Sur cette chaîne, on parle architecture de golf. C'est parti. C'est le golf de Tilal. Tilal à Saïdia. À Saïdia, il y a deux parcours. Saïdia, c'est sur la côte méditerranée, près de l'Algérie, près de la frontière algérienne, et à 1 heure de Oujda. Ce qu'on appelle un links, c'est en général les terrains en bord de mer sablonneux et naturellement ondulés. Et là, c'est ce que j'ai trouvé à Tilal. Quand j'ai découvert le parcours pour la première fois, j'étais vraiment hyper content. Incroyable. C'était vraiment 80 hectares de sable, mais légèrement ondulé, des bosses d'1 mètre, 2 mètres. Alors, c'est pas des grosses bosses, pas des énormes dunes, mais c'était quand même déjà naturellement ondulé, couvert avec un peu de végétation. Et comme je disais, il y a déjà un premier parcours à Saïdia, qui était aussi en bord de mer, sur un terrain sablonneux. Sauf qu'ils ont choisi de faire un golf à l'américaine, et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, moi je leur ai dit, je vais vous faire un links. Et donc, la SDS, c'est la société de développement de Saïdia, qui m'a recruté pour ce dessin. En fait, ils connaissent pas le golf, ils jouent pas au golf. Donc en fait, quelque part, j'avais carte blanche. Il y avait juste le pro du club qui venait voir de temps en temps ce qui se passait et donner son avis. Mais globalement, j'avais carte blanche. Donc je leur ai fait un par 71 de 6250 mètres. Le parcours est, on va dire, d'une longueur, on va dire, normale quand on joue du fond pour les bons joueurs. Mais par contre, des boules jaunes, il est assez court. Des boules bleues, il n'est pas trop long non plus. Et des boules rouges, il fait 4250 mètres. C'est beaucoup plus court que les golfs qu'on a en France, des rouges. Des rouges, en France, on est sur les 4008, 5000 mètres. Et il est très ouvert, comme beaucoup de links. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de porter la balle au-dessus d'un obstacle pour arriver sur le green. On peut arriver sur le green en roulant. D'ailleurs, j'aime bien dire, pour plaisanter, qu'on pourrait jouer tout le parcours avec un ferrin. Bon, plus personne n'a de ferrin, personne ne joue de ferrin, mais on pourrait faire tout le parcours au putter. On peut faire rouler la balle partout, en fait. Alors, je leur ai fait un golf, je leur ai fait faire beaucoup d'économies, en fait, parce qu'au début, ils voulaient faire des chemins de voiturettes partout. Je dis, non, il n'y a pas besoin. Pas de chemin de voiturette. Donc, je leur ai fait économiser beaucoup d'argent. Les greens ne sont pas énormes en surface. Donc là aussi, j'aurais fait économiser de l'argent. Par contre, il y a des très grands avant-greens. Ça, c'est très bien pour les joueurs moyens. C'est pas un problème pour les bons joueurs. Les bons joueurs visent le drapeau. Ou en tout cas, ils essayent de se mettre bien positionnés. Et les joueurs moyens, eux, c'est un soulagement de voir que même s'il y a un bunker à gauche, il y a un grand avant-green à droite sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer s'ils ont peur du bunker de gauche, par exemple. Et la caractéristique du parcours, comme tout ce que je dessine, j'essaye de faire très varié. Il y a des trop courts, il y a des trop longs, il y a des trop étroits, il y a des trop larges. Il y a des grands bunkers, des petits bunkers, des greens assez faciles, d'autres assez faciles parce qu'un peu en cuvette, donc ça ramène les balles. D'autres où la balle peut sortir si on est un peu trop à droite. Il y a des greens qui ont beaucoup de pentes. Il y a des greens avec des bosses. Enfin, aucun green ne se ressemble. Si vous faites 18 trous à la fin du parcours, je vous donne une photo de l'un des greens, vous allez le reconnaître. Il ne ressemble pas aux autres. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de beaucoup de parcours. Et aussi, comme c'est un endroit où il y a du vent, comme beaucoup de lignes, souvent en bord de mer, il y a souvent du vent, j'ai fait en sorte qu'on change de direction à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 3 trous dans le même sens. On va vers le nord, vers l'est, vers le sud, vers l'ouest, etc. Ça tourne tout le temps. C'est hyper intéressant. Parce que c'est pas très marrant d'avoir 4 trous de suite vent contre ou 3 trous de suite vent dans le dos. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait aussi de la variété au niveau de l'orientation. Et ce qui est intéressant quand on a 2 trous qui ne vont pas dans le même sens, donc en perpendiculaire, c'est qu'en sortant du green, les femmes peuvent aller vers la droite pour aller jouer un trou qui tend à la droite, et les hommes peuvent aller vers la gauche pour aller au back tee. Parce que si j'ai 2 trous qui sont dans le même axe, en fait les femmes doivent marcher 120 mètres, s'il y a 120 mètres d'écart entre le back tee et leur départ, dans le vide. Donc là voilà, ça a plusieurs avantages de faire des trous en perpendiculaire comme ça. Énorme avantage sur ce parcours, on ne cherche pas de balle, on ne perd pas de balle. Pourquoi? Parce qu'en fait les fairways sont assez larges déjà. Et alors je dis les fairways sont assez larges, mais c'est toujours mieux de se mettre d'un côté du fairway que de l'autre. Voilà, ça c'est pour les bons joueurs. Pour le joueur moyen, il voit un fairway assez large, donc ça va.
c'est rassurant. Et si on sort du fairway, on est dans le sable. Il y a quelques petites graminées, un peu comme à Pinehurst, mais on ne peut pas perdre la balle. On ne peut quasiment pas perdre la balle. Il y a un ou deux endroits où j'ai fait exprès de mettre par exemple un hors-limit près du fairway. Ça, c'était volontaire. Mais sinon, globalement, on ne peut pas perdre de balle. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau en jeu sur le parcours. Autre avantage, il est plat. À part les ondulations, qui font que 1 mètre ou 2 maximum de haut, à part ces petites ondulations-là, le parcours est plat. Et les distances entre le green et le départ sont très courtes, mais vraiment très courtes. Je ne peux pas faire plus court. Après, plus court, c'est un vrai problème de sécurité. Souvent, moi, entre le fond du green et le départ, et l'un des départs, parce que les départs sont étalés, il y a 12 mètres. Je ne peux pas faire moins. Certains me reprocheraient que ce n'est pas assez safe, la sécurité n'est pas bonne. Mais moi, je privilégie, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, je privilégie de toute façon le fait de pouvoir aller tout de suite au départ suivant. Donc en résumé, moi je pense que j'ai réussi à faire un golf qui est idéal pour les femmes, les seniors, les juniors, les joueurs vraiment moyens, mais aussi qui reste hyper intéressant pour les bons joueurs. Comment on fait pour rendre un parcours intéressant et pour les joueurs moyens et pour les bons joueurs? Il y a plein de stratégies. Par exemple, les grands avant-green, le bon joueur lui regarde le drapeau, il ne voit pas l'avant-green. Mais je vais vous donner aussi l'exemple du tout petit bunker, un tout petit bunker de fairway qui est assez bien placé, très proche de la ligne de jeu. Il est tellement petit que l'amateur se dit « je ne peux pas aller dedans », il peut presque le viser sans problème. Alors qu'un bon joueur, il se dit « si je fais un bon coup, je tombe dedans ». Donc ça l'oblige à changer sa stratégie ou à le faire réfléchir, ça peut le faire gamberger. Je sais que sur mon parcours, voilà, la caractéristique de mon parcours, c'est que les greens sont assez ondulés. Donc effectivement, le joueur moyen prendra peut-être de temps en temps 3 putts parce qu'il a mal négocié une pente. Mais par rapport à son score, où il va faire 100, 110 coups, c'est pas dramatique. Alors qu'un bon joueur qui n'arrive pas à rentrer un putt ou qui fait 3 putts, là, ça commence à être un problème. Et ce que j'ai fait sur ce parcours, c'est que, bon, évidemment, j'ai dessiné moi-même tout seul tout le parcours, le practice, la zone d'approche, le putting green. J'ai même fait 2 putting green, on va en parler après. J'ai tout dessiné tout seul et j'ai fait 110 journées de suivi de chantier. Alors, pour vous rendre compte, un architecte, il me semble qu'un architecte américain classique, il vient 1 fois ou 2 sur le chantier pour voir comment ça se passe. Il a quelqu'un en fait qui délègue, qui va prendre toutes les décisions importantes à sa place. Ou alors ils sont en communication téléphonique, mais voilà. Moi, comment je fais pour être 110 jours sur le terrain? En fait, ce que je fais, c'est qu'effectivement, je me donne une deuxième mission. C'est celle de shaper. C'est-à-dire, shaper, c'est celui qui réalise les greens. En fait, j'ai fait moi-même à la mini-pelle tous les greens, tous les bunkers et tous les départs. Et donc ça prend du temps. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que le matin, je fais un petit tour pour faire le suivi de chantier. Ensuite, je monte sur la mini-pelle, je fais ce que j'ai à faire. Et puis en fin de journée, je continue, je revérifie si tout va bien. D'ailleurs, il y a toujours, tous les jours, il y a quelqu'un qui est venu me voir. On se pose la question pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc voilà, de temps en temps, je descends de ma mini-pelle, je fais une pause d'1 demi-heure et après, je recommence. Voilà, donc ça, c'est mon secret. On est très, très, très peu. Je connais qu'un architecte américain qui s'appelle Gil Hens, qui fait ça, c'est-à-dire le dessin plus le shaping. Personne ne fait ça et c'est un avantage énorme parce qu'en fait je suis tout le temps sur le chantier. Donc ça ne peut pas partir de travers. Toutes les décisions, c'est moi qui les prends. Toutes les questions qui se posent, on en parle en direct. Je suis sur le terrain, donc je vois exactement comment ça se passe. C'est parfait. Voilà, ça demande un grand niveau d'investissement. C'est en général mon cas. Moi je suis passionné et j'adore m'investir sur mes projets. Et j'aime bien vraiment m'occuper de tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que je délègue à quelqu'un le practice ou le putting green à une approche. Moi, je fais tout. Le practice, il est dessiné au millimètre. L'emplacement de l'abri, la taille, la hauteur, les green cibles. J'ai fait plusieurs green cibles légèrement en diagonale avec un bunker devant pour qu'on voit bien si la balle tombe sur le green ou dans le bunker. Vraiment, j'ai pensé à tout. La zone d'approche, elle est grande, elle est sympa. Il y a vraiment tous les coups de golf. J'ai réfléchi vraiment pendant longtemps comment on fait pour faire tous les coups de golf, qu'on puisse être à 5, 6, 7 en même temps, s'entraîner, que le joueur qui fait une fusée du bunker, il tue personne, etc. Tout est pensé. J'ai fait un putting green petit, tout près du départ du 1, et un énorme putting green qui est plus un parcours de putting qui est près du clubhouse.
Ça, c'est pour soit les débutants, soit pour ceux qui veulent faire un petit concours de putting entre copains après la partie. Un peu comme le parcours de l'Himalaya à Saint-Andrews. Un parcours de 18 trous de putting avec des grandes ondulations comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est sympa comme caractéristique, c'est que mon putting green, le putting green est à 10 mètres du practice, qui lui-même était à 12 mètres du départ du 1. En fait, quand on est au practice, on est à 15 mètres de quelqu'un qui est au départ du 1. On fait 3 pas et on est parti sur le parcours. Ça, j'aime beaucoup. Ce que j'ai fait, par exemple, sur le trou numéro 1 et sur le trou numéro 2, il n'y a pas de bunker de green. Et c'est volontaire, parce que je sais que le joueur moyen, souvent, il met 3-4 coups pour sortir. Donc ça, hop, tout de suite, je l'ai mis de côté. D'ailleurs, même le 3 n'a pas de bunker de green, c'est pas vous dire. Donc mon trou numéro 1, le fairway est assez large, mais si on est sur le côté gauche, on est mieux placé pour attaquer le green. En fait, en étant placé sur le côté gauche, on a accès à une petite cuvette qui va droit vers le green. Ou là, si on fait un petit coup, bon, moi évidemment, je joue un fer 9, mais si un amateur joue à bois 5 roulé, avec les bosses, elle peut rester, même s'il n'est pas parfaitement droit, et revenir sur le green. Par contre, si on a drivé un peu à droite du fairway, là, on a un angle qui est moins sympa, où il faut en fait passer au-dessus des bosses pour aller sur le green. Enfin, de toute façon, on peut rouler à travers les bosses, mais c'est plus aléatoire. Et je vais vous parler comme ça aussi, par exemple, pour vous donner un exemple au niveau de la stratégie. Le trou numéro 3, c'est un par 4 où les bons joueurs peuvent aller sur le green en 1. Ça dépend du vent, parce qu'il fait 245 mètres, donc c'est vraiment un par 4 très court. Il y a un bunker en plein milieu du fairway, mais qui a 30 mètres court du green. Donc, si avant dans le dos, en fait, il faut juste passer le bunker pour aller sur le green. Si avant contre, bon là, le bunker est vraiment en jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un green qui est très pentu, qui a une partie centrale surélevée et qui dégouline sur les côtés. Donc, si le drapeau est à gauche, il faut absolument être côté gauche. Si le drapeau est à droite, il faut être absolument côté droit du green. Si on se trompe de côté, on a un putt injouable. Et là, on pourrait me faire le reproche, mais ton putt, il n'est pas jouable, je ne peux pas arrêter la balle. J'ai dit oui, c'est fait exprès, tu ne peux pas arrêter la balle parce qu'il fallait absolument pas être là. Voilà. Je vais vous parler aussi du trou numéro 12, mais en fait, tous les trous ont un aspect plus ou moins stratégique. Il faut toujours réfléchir, il y a toujours une meilleure position selon votre niveau, selon comment vous vous sentez aujourd'hui, selon vos capacités. Là, je vais vous parler du trou numéro 12 qui est assez amusant. Un par 4 de à peu près 360 mètres, on va dire très standard. Simplement, tout le long à gauche, il y a une clôture en bois qui est donc la limite du A, c'est le hors limite. Et si vous tapez votre drive côté gauche, donc près du hors limite, vous avez un super angle pour attaquer le green. Si vous n'avez pas envie, évidemment, le hors limite c'est dangereux, donc tout le monde joue plutôt à droite. Si vous jouez très à droite, plus vous jouez à droite, plus l'angle vers le green est mauvais parce qu'il faut passer. En fait, le côté droit du green est protégé par une bosse et avec un bunker au pied de la bosse. Et en plus, en pente vers la gauche, ce qui fait que de la droite, le deuxième coup n'est pas évident. Plus on est à droite, plus on est mal pour le deuxième coup. Donc ça, je trouve ça intéressant. Parce que le joueur qui est en confiance, il va réussir à se mettre côté milieu du fairway, voire même un peu côté gauche. Puis un jour, il va envoyer sa balle hors limite. Donc là, il va se dire, bon là, je recommence plus comme la dernière fois. Et il va envoyer très à droite. Il va se dire, bon, maintenant, je peux envoyer un peu plus au milieu. Enfin, ça n'arrête pas. Quelqu'un qui joue 10 000 fois le parcours, il aura toujours un intérêt sur ce trou. Parce que son jeu n'est pas le même. Et selon sa forme du jour, selon son niveau de jeu, il ne va pas jouer forcément les mêmes lignes, forcément faire les mêmes choix, selon les années. Donc ça, c'est intéressant. Donc évidemment, j'ai pas du tout voulu faire un parcours de championnat, j'ai voulu faire plutôt un golf vraiment amusant, un peu atypique. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Quand c'est possible, là j'avais carte blanche, donc c'était possible. Et les petits exemples de choses que je trouve amusantes, c'est d'avoir des tout petits bunkers qui sont en plein en face de vous. Il y a du fairway à droite, du fairway à gauche. Vous pouvez choisir de jouer avant le bunker ou au-dessus, ou à droite ou à gauche, vous avez le choix. C'est ce que certains pourraient appeler un bunker au milieu du fairway. Mais j'aime pas le voir comme ça, parce que les gens vont dire « Ah, ben, je tape un drive parfait, je suis dans le bunker, c'est quoi ce parcours ?» Non, il y a un bunker qui est là devant vous, vous le voyez, il y a du fairway à droite, du fairway à gauche, du fairway devant, du fairway derrière, donc aucune raison que vous alliez dedans. Mais ça pimente énormément le jeu. Donc voilà, sur le parcours, il y a plusieurs petits pot bunkers, un peu comme en Écosse, hein, clairement, profonds. Donc ils sont tout petits, donc le joueur amateur, il n'en a pas vraiment peur parce qu'il se dit il n'y a aucune chance que je tombe dedans. Et c'est vrai, en fait, il y a très peu de chances qu'il tombe dedans. Et finalement, même le bon joueur, il a peu de chances de tomber dedans s'il le vise, mais ça le travaille.
Et donc, il va faire attention de ne pas y aller. Parce que quand même, quand on tombe dedans, c'est clairement un coup de sandwich, hein. C'est pas un bunker de parcours plat. Quand je dis pas de bunker, c'est un bunker profond, petit. Et moi, j'aime bien faire même des choses très petites, ça m'amuse. Et d'ailleurs, un bunker petit, il y a des positions qui sont hyper inconfortables et hyper variées. Plus il est petit, plus ça peut être compliqué. Moi, j'aime bien faire des tout petits bunkers. Ils ne sont pas tous de cette taille-là, mais il y en a qui font que 1,50 m de large sur 1,50 m de long. Donc, en ridiculement petit. Mais on les voit bien depuis le départ, par contre. Autre aspect architectural que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé à Tillal, et qui est très amusant, moi je trouve, c'est les greens en forme de cuvette. Moi, je trouve ça vraiment génial. Voilà, la balle qui est un peu trop à gauche, mais qui revient, un peu trop à droite, mais qui revient. Si on rate le green, on a une approche aussi qui est assez amusante. Voilà, au 2, au 7, au 9, au 17, plutôt des greens qui ont cette caractéristique. Et un autre aspect intéressant pour le côté fun, c'est que j'ai fait un mur en pierre sur le trou numéro 16 qui part depuis le départ, qui longe le fairway et qui coupe en diagonale devant le green. Et ça, je trouve ça très marrant. Il y a quand même une petite ouverture, c'est-à-dire qu'il y a quand même 10-12 mètres de passage. On peut arriver en roulant, mais globalement, si on a drivé sur le côté droit du fairway, on a l'ouverture, donc on peut arriver en roulant sur le green. Si on a drivé sur le côté gauche du fairway, on est obligé de passer au-dessus du mur. En général, c'est pas un très long coup, hein. Pour moi, c'est un wedge. Pour le joueur moyen, ça va peut-être un coup de fer 7. Mais voilà, il y a encore un aspect stratégique et un côté amusant d'avoir un mur en jeu, je trouve. Et pendant que je construisais le parcours, j'étais en contact avec Ran Morissette, qui est un passionné d'architecture de golf, qui a créé le site internet Golf Club Atlas, où il y a des forums, tout le monde parle d'architecture de golf, c'est intéressant. Et donc j'étais en contact avec lui, donc j'ai envoyé des photos, j'ai tout partagé en fait, et j'ai réussi à faire en sorte que, sans le payer, il fasse ce déplacement depuis la Caroline du Nord avec un copain américain à lui pour venir jouer Tillal. Donc ça déjà j'étais hyper content. Donc le but c'était qu'il vienne pour faire aussi découvrir pour lui-même, mais aussi pour faire un reportage pour son site internet Golf Club Atlas. Donc j'ai joué avec lui, on a joué tous les trois. On a fait 2 fois le parcours ensemble, et à la suite duquel il a fait un bel article avec des très belles photos. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le lire. Où, oui, je suis très content parce ils ont tous les deux adoré le parcours. Et il se trouve que oui, j'ai beaucoup aimé parce que plusieurs fois ils se parlaient entre eux et ils disaient: est-ce que tu as déjà vu un green comme ça? Et l'autre lui répondait: non, jamais. Voilà, pour moi c'était vraiment un beau compliment parce que ce sont des personnes qui sont passionnées d'architecture de golf et qui connaissent, qui ont déjà joué les 200 meilleurs parcours du monde. Donc ils ont une grosse connaissance. Et ils ont vu des greens qu'ils n'avaient jamais vus ailleurs, donc ça j'étais content. Et deuxième point pour lequel je suis très content, c'est que Tom Doak, qui est entre autres mon architecte préféré, écrit un livre qui s'appelle Le Guide confidentiel des golfs en partenariat avec Ran Morissette. Donc en fait, Tillal, dans le livre qui concerne la partie Afrique, parce qu'en fait tous les bouquins couvrent le monde entier. Il y a un volume pour les États-Unis, un volume pour l'Asie, il y a un volume pour l'Europe et pour l'Afrique, qui n'est pas encore sorti à cause du Covid. En fait, Tom Doak n'a pas pu finir ses voyages, mais il va bientôt sortir, j'espère. Et donc, Tillal fera partie des golfs qui seront cités dans le bouquin. Et Ran Morissette m'a dit que Tillal aurait une note de 7 sur 10. Il faut savoir que 7 sur 10, c'est une excellente note. Par exemple, sur les autres éditions des golfs aux États-Unis ou en Asie, Tom Doak, il est très difficile, et vraiment dans ses notes, il note très durement. Par exemple, les parcours de Jack Nicklaus, ils sont réputés comme vraiment des très beaux parcours. Ils ont souvent des notes de 4 sur 10, 5 sur 10. Il y a plein de golfs connus qui auraient des notes très moyennes. 7 sur 10, c'est vraiment une excellente note. 7 sur 10, c'est Loch Lomond. Loch Lomond, il est noté 7 sur 10. Waterville, en Irlande, un des plus beaux golfs du monde, il est noté 7 sur 10. Et en plus, ils m'ont dit que, bon là vraiment, je suis vraiment hyper content parce que ils m'ont dit que le cadre, on voit un peu la mer sur 2-3 trous, mais après il y a des trous qui sont plus à l'intérieur des terres, où il y a même quelques maisons qui ont déjà été construites avant que moi je fasse le golf. Le cadre n'est pas extraordinaire. Il m'a dit: le cadre est moyen, mais ton dessin est vraiment très très bon, donc je te mets 7 sur 10.
Donc en fait, quelque part, il me dit que moi, au niveau du dessin, il ne retrouve rien à reprocher. Il y a de la variété, il y a des choses très originales. Il trouve que mon dessin est vraiment excellent. Simplement, il me dit le cadre n'est pas idéal, donc je te mets 7 sur 10. Et moi, j'étais très content parce que quand le bouquin, le guide confidentiel va sortir, on va pouvoir comparer les golfs de France, les meilleurs golfs de France, avec mon golf à Tillal. Et on va pouvoir vraiment les comparer puisqu'ils vont être notés. Et donc, il est tout à fait possible qu'un golf comme le golf des Bordes n'ait que 5 sur 10, ou dessiné par Vonag, et le golf national qui est dessiné par Vonag aussi, c'est tout à fait possible qu'il ait que 4 sur 10, 6 sur 10, je ne sais pas trop, mais je suis certain que ces golfs-là n'auront pas 7 sur 10. Connaissant Tom Doak et ses goûts, alors il n'est pas tout seul en fait, hein, ils sont même 4 à donner des notes, et donc ça fait une moyenne. Donc voilà. Tillal à Saïdia. Sachez qu'il y a des paris Oujda en direct très régulièrement. Donc je vous invite à aller jouer mon parcours et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner. À bientôt. Salut.